tous et bienvenue sur le média Feel Goal avec la nouvelle formation Objectif Sponsoring. Aujourd'hui, un nouvel épisode où nous allons parler des marques. Des marques, des annonceurs, comment ils vivent dans l'écosystème sportif et ils arrivent finalement à utiliser le sport comme un moyen de communication supplémentaire. On va parler d'enjeux de l'écosystème avec la typologie des marques. On distingue deux types de marques finalement dans l'écosystème. Les marques endémiques, qu'on va dire ont un rôle directement lié à la pratique sportive. Donc on peut mentionner les Nike, Adidas, Puma par exemple. Et les marques non endémiques, donc qui font partie de l'écosystème business au global, mais qui de base par leur corps de business n'ont pas de lien particulier avec le sport. Red Bull, Coca-Cola, Orange ont toutes des business différents. L'un, c'est plutôt sur les boissons. L'un et l'autre, entre guillemets, Red Bull et Coca, plutôt sur les boissons. Orange, un acteur de télécom, et qui ont choisi de utiliser le sport comme un vecteur de communication, de transmission, d'émotion, pour valoriser leur image de marque. Comme vous pouvez le voir, en fait, elles vont utiliser le sport pour, certes, avoir une valorisation culturelle et médiatique, mais aussi produire du contenu, raconter des histoires, influencer parfois les règles de jeu, avoir un impact qui est sociétal et qui va bien au-delà de leur business. Quand on va un peu plus loin, on se rend compte que dans les objectifs du coup de ces annonceurs-là, on a accroître la notoriété de la marque via l'image positive du sport, créer du contenu différenciant, le branding, storytelling, toucher des communautés cibles aussi, que ce soit les jeunes, la partie urbaine, notamment dans le stylisme, à un moment donné, il y avait cet aspect un peu des commuters, donc les personnes qui étaient issues de personnes citadines, les personnes qui sont engagées notamment sur les aspects RSE, biodiversité ou autres. Savoir toucher des communautés, c'est un aspect qui est important. Et en fait, au lieu de faire de la pub directement à travers leur business, le fait de toucher par exemple une certaine typologie de sport, on sait que certains sports vont être attachés à un certain type de catégorie socio-professionnelle. Par conséquent, il va y avoir un impact derrière sur les ventes. On va dire par effet de ruissellement. Pardon. À s'associer aux valeurs du sport, et là en fonction de la marque, ça peut être la performance, les émotions, l'inclusion, et aussi influencer les pratiques, les modes de vie. C'est un grand enjeu, notamment quand on parle d'un sport comme le running par exemple. On pousse les gens à être mobiles finalement et à combattre la sédentarité. Influencer aussi les équipements qui vont être liés. Comment est-ce que vous allez choisir, ce que vous allez consommer. Peut-être qu'il va y avoir des, euh, des partenariats entre plusieurs marques qui, on va dire, répondent aux mêmes objectifs. Comme par exemple, il y a quelques années, on voyait des pubs Nike avec Beats by Dre, par exemple. Et aussi la performance, finalement, parce que en fonction de la typologie du positionnement de l'annonceur, peut-être qu'il est numéro un dans sa catégorie, exemple Louis Vuitton qui s'associe par exemple à NBA. Parce que c'est le top du top, c'est la performance, c'est ce qu'il y a de meilleur, donc forcément, ça va influencer les pratiques et un certain type de communauté. Quand on va un peu plus loin, on se rend compte que quels sont les aspects positifs et négatifs de ces annonceurs. Les avantages, c'est que quand ils communiquent dans le sport, il va avoir un fort impact émotionnel et culturel, chercher une visibilité globale via des événements majeurs, donc c'est un élément qui forcément fait kiffer, qui a un grand impact, capacité aussi à intégrer le sport dans une logique de branding à long terme. On le voit très bien aussi avec Red Bull, qui a utilisé le sport, et notamment les sports extrêmes, pour véhiculer une certaine image, une certaine émotion, et que par le coup, c'est des images qui sont marquantes, qu'on n'a pas l'habitude de voir, surtout dans aussi la F1, l'e-sport, ou d'autres événements avec des sports non conventionnels qu'ils ont réussi à accompagner. Mais la limite, c'est que ça peut être quoi? C'est que là, aujourd'hui, ces marques-là comprennent qu'il y a aussi une saturation du marché, et un manque de différenciation dans leur mode de communication, d'où le fait d'utiliser parfois le sport, mais à quel prix et surtout pourquoi? Parce que parfois il peut y avoir une difficulté à mesurer le retour sur investissement. J'ai mis tant de milliers d'euros dans cet événement ou tant de milliers d'euros dans cette fédération, dans cette ligue, ok, quel va être entre guillemets les retours sur investissement? Et quand on dit retour sur investissement, c'est forcément, c'est lié aux objectifs. On détaillera les éléments dans quelques instants, mais en tout cas, c'est ce qu'il y a à mettre en valeur ici. Le risque aussi réputationnel. Les controverses, le dopage, voilà, c'est un risque qu'il peut y avoir aussi dans le sport, en fonction de si vous vous attachez par exemple à un athlète.
Tiger Woods, Laura Jones, encore quelques années, Kyrie Irving, dans le basketball. Voilà, et dès qu'il y a des controverses un peu sociétales, etc., bah, certaines marques disent, ah, bah, je vais me retirer de l'affaire. On va aller un peu plus loin maintenant pour comprendre pourquoi les marques et les annonceurs, du coup, investissent dans le sport. Mais de façon plus précise. Parce qu'aujourd'hui, on va dissocier un objectif avec le détail de la mise en lumière, puis l'exemple. La notoriété s'associer à un club, un athlète, un événement qui est très visible, bah, ça sert pour une marque de se dire je veux être top of mind, je veux rentrer dans l'état d'esprit des gens, et donc par conséquent, il faut que je m'associe à ce qu'il y a de meilleur. C'est dans ce sens-là où des compagnies comme Fly Emirates, aujourd'hui ça vous marque, parce que vous savez que PSG, Real Madrid, euh, des enseignes comme Time Viewer sur le maillot de Manchester United, alors que c'est une enseigne qui est de base B2B. C'est de se dire que NSI, avec LeBron James, parce que forcément, NSI, grande marque du coup spiritueux, qui s'associe à l'un des meilleurs athlètes au monde dans son sport. Et donc en fait, quand on a ça, on se dit, bon, bah, ça marque les esprits. Ça, tu sais que les gens vont en parler. Ça, tu sais que l'association elle va être de de grande valeur. À côté de ça, on a les affinités émotionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, le sport, ça véhicule des passions. Et qu'en fait, on va se dire que, et comme on l'a mentionné dans les clubs sont les seules personnes, on va dire, qui vous marquent et qui vous restent dans le cœur quasiment toute votre vie. Mais en fait, peut-être que, à l'instar de ce que fait Red Bull, quand vous êtes lié à des sports qui sont non conventionnels, ou pour le coup les sensations sont très fortes, bah, ça crée des souvenirs. C'est ça l'émotionnel. C'est des choses qui ne sont pas forcément tangibles, mais qui par contre, on a envie, ça nous fait sentir bien. On a envie de s'y retrouver. On s'identifie à un certain modèle de vie, à un certain mode de communication. Et certaines fois, c'est lié à la performance ou à d'autres valeurs, bien évidemment, mais en tout cas, cette volonté de travailler l'émotion, l'image et le lien est tout de même important. Les activations commerciales aussi sont très importantes parce que parfois, un annonceur se dit, mais moi j'utilise le sport aussi pour travailler peut-être mes relations presse ou mes relations publiques, euh, générer du trafic dans ma boutique. Parce que si je m'associe au PSG et que je suis une grande enseigne américaine, peut-être qu'il y aura un peu plus de trafic. Et donc forcément, les gens vont me connaître, les gens vont me parler de moi. Parce qu'il avait aussi très bien fait des enseignes à l'époque, les startups là, les startups de livraison à domicile, les Gorillaz, etc. Ben, c'était exactement ça. Tu t'associes à un gros acteur, tu peux générer du trafic, c'est pertinent. Derrière, pour le testing des produits aussi, c'est la même chose. Offrir des expériences supplémentaires. Donc ces aspects-là, quand on parle de tout ça, c'est-à-dire qu'on est en capacité de créer quelque chose qui va servir directement les aspects commerciaux. L'hospitalité, le B2B aussi, c'est une partie aussi de la mécanique. Quand on parle d'activation commerciale, c'est plus se dire, je paye des droits marketing et derrière, je vais utiliser des canaux ou des outils pour pouvoir faire vivre mon partenariat. Quand on parle d'hospitalité et de B2B, c'est de se dire que à l'intérieur d'un événement sportif, d'un club, ligue, fédération, il y a des loges, des zones qui sont dédiées aux entreprises, aux offres professionnelles. Donc on va inviter des clients, on va inviter des partenaires, on va inviter des décideurs avec lesquels on vivra un moment privilégié et avec ça on pourra certainement signer un contrat. Je me souviens il y a quelques années, quand je travaillais encore de façon intense dans le marketing sportif, bah, il s'avérait que j'avais par exemple des places pour aller voir des grandes compétitions au basketball. Et donc j'amenais du coup des prospects ou des clients pour passer la soirée avec eux, pour leur expliquer certains éléments, voir c'est quoi la vision du truc, qui voient un peu comment les choses s'organisent, pour conclure derrière sur euh, un contrat. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme de cette façon-là que vous voyez que parfois il y a plein d'enseignes ou plein de boîtes qui font du B2B, du B2C, mais qui parfois n'ont rien à voir avec le sport. Et puis tu vas inviter le client avec qui tu as déj ce midi. Tu vas inviter le client peut-être avec lequel tu as un lien et que peut-être dans 6 mois il te mettra dans un appel d'offres. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et après les insights des fans, bah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est utiliser les datas qui sont collectées, les emails, le profil de comportement des achats, etc., pour en savoir un peu plus sur ton écosystème ou sur le territoire dans lequel tu es, et bah, forcément continuer d'appuyer ta démarche et ton développement dans un territoire. C'est ce que fait très bien Orange, par exemple, avec la Coupe d'Afrique des Nations.
On va aller un peu plus loin maintenant sur ce que le marketing sportif leur offre de plus. En fait, finalement, ça offre de plus à quoi? Un annonceur, c'est une histoire à raconter. Euh, et avec l'authenticité du terrain, chacun après utilise son angle favori, mais en tout cas, euh, on utilise le sport comme un moyen de communiquer, mais dans tous les secteurs de ta vie. Il y en a, ils vont faire des publicités ou raconter des histoires sur ce qui se passe le matin, sur ce qui se passe l'après-midi, sur ce qui se passe quand vous êtes dans la cour de récréation, ce qui se passe quand vous êtes au travail, ce qui se passe quand vous essayez de vous dépasser et de perdre du poids. Il y a différents leviers et différents points de douleur que un sponsor, un partenaire essaie de tirer pour pouvoir raconter la meilleure histoire possible et faire du lien avec le sport, tout simplement. Des communautés fidèles et engagées, parce que pour le coup, quand vous êtes fan du football, du rugby ou autre, bah, vous suivez toutes les semaines, vous êtes engagé toutes les semaines, du coup, ce qu'il y a autour, bah, forcément, vous allez être impacté par ça. Et si vous correspondez en plus au persona de ces annonceurs qui ont choisi d'accompagner votre sport favori, bah, c'est tout bénef. Des points de contact multiples, pour les enseignes notamment B2C et même parfois B2B, qui ont des agences un peu partout en France. Ben, forcément, points physiques, points digitaux, créer des aspects événementiels, donc voilà ces éléments où permettent de faire vivre tout au long de l'année, que ce soit en interne ou en externe, le partenariat. Des valeurs humaines incarnées par les athlètes, ça c'est l'élément qui va vous parler, vous avez, je pense, multiples exemples en tête, Copernic il y a quelques années, là, sur la NFL, c'était quand même quelque chose de très très fort avec le Black Lives Matter. Euh, et après, bah, une efficacité aussi mesurable avec des outils digitaux, KPIs, tracking, sondage, outils, like, engagement. Voilà, ça, c'est tout ça que un annonceur va utiliser finalement pour faire en sorte de s'investir au mieux dans le marketing sportif. Les annonceurs, si elles choisissent d'investir dans ce territoire-là, c'est aussi à se rendre compte que bah, il y a des douleurs actuellement. La saturation des médias. Ou pour le coup, pour avoir un coût par mille pour investir en radio, pour investir à la télé, bah, ça coûte extrêmement cher, et donc c'est des budgets qui sont très très onéreux. Ça répond à un certain type d'objectif, et tout le monde ne peut pas forcément se le payer, ou du moins c'est pas une priorité forcément pour tout le monde. Alors oui, on peut faire de la masse et du top of mind, ça c'est sûr que c'est les canaux numéro un, la TV et la radio. Maintenant, si on cherche à avoir des personnes qui sont engagées et qui vont un peu plus loin, ben, on utilise le sport et on essaie de voir quels objectifs on va pouvoir y dissocier. Parce que les campagnes publicitaires aussi digitales, c'est la même chose. Ça coûte de plus en plus cher. C'est fini les trucs de Facebook il y a quelques années où, pour 2 centimes, tout touchait à 5000 personnes. C'est pas possible. Ça a changé. Le besoin de proximité émotionnelle, on l'a évoqué, mais vous allez me dire, mais en fait c'est normal, mais en fait non, parce qu'il y a certains business ou certaines affaires où c'est pas si simple que ça. Parce que quand vous êtes une enseigne B2B, technologie, machin, mais en fait, on peut se dire, bah non, ça, c'est froid, ça ne me touche pas. Sauf qu'il faut qu'elle trouve un moyen de retrouver de la chaleur et une proximité avec des personnes. Je vous donne un exemple qui est très concret. Il y a des entreprises aujourd'hui qui ont du mal à recruter. Par exemple, à recruter des personnes de la gente féminine. Parce que ça donne pas envie, c'est froid, c'est pas fun, peut-être qu'il y a une mauvaise considération des femmes, etc. Donc ces entreprises-là se disent parfois, bah, moi je vais peut-être sponsoriser le sport féminin, ou le football, le basketball ou autre, pour créer des opérations qui vont permettre de peut-être montrer à une certaine, du coup, aux femmes qu'il y a un intérêt qu'elles puissent bosser chez nous, qu'elles puissent avoir une carrière, etc. Donc en fait, ça répond aussi à un objectif de recrutement interne. Donc il y a plein de façons finalement d'avoir de l'impact sur la recherche d'impact local, donc ça notamment aussi sur le sponsoring amateur ou professionnel, c'est un impact qui est très fort, notamment pour les PME qui, comme on n'a pas les gros budgets des gros annonceurs pour aller chercher du national, par contre, qui doivent maîtriser bien leur territoire, et c'est notamment le cas des entreprises, notamment du service à la personne, sous celles qui s'occupent des personnes âgées, les ménages, etc. En fait, à un moment donné, s'attacher et s'associer à des acteurs du territoire va être très clé dans la façon de construire les choses. Dans la volonté de se différencier aussi des concurrents, du coup, qui sont face à des moyens du coup plus importants, comme mentionné précédemment. Allons plus loin maintenant dans la démarche, en parlant de quoi? En parlant de pourquoi les marques investissent-elles dans le sport avec les enjeux et les limites. Et pour aller encore plus loin par rapport à notre petite introduction tout à l'heure, c'est
Euh, le sport crée un grade émotionnel qui est puissant. Attention, par contre, à ce lien émotionnel et aux dérapages qui peuvent en découler. Euh, les droits marketing permettent d'avoir une propriété narrative qui est forte. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est que je m'associe à une entité, j'ai des droits d'image collective de certains joueurs que je peux utiliser pour valoriser mon business. Mais attention à bien définir avant ça les KPI pour pouvoir mesurer précisément le retour sur investissement. Ou à quel point utiliser ou s'associer à votre marque peut me permettre de remplir mes objectifs internes. Parce que c'est toujours ça, parce que ces budgets-là, sponsoring, marketing sportif ou autre, sont challengés par les comités d'administration, qui ne comprennent pas forcément tout le temps le territoire dans lequel vous allez et pourquoi vous allez dépenser cette somme d'argent-là. La bonne capacité de ciblage. Encore une fois, le partenariat ou le sponsoring que vous mettez en place doit être cohérent avec votre image de marque et aussi le sport à lequel vous associez. Je donne un exemple. Quand du coup je travaillais en agence et qu'on avait des aspects de consulting, on demandait à la marque comment elle fonctionnait, les objectifs, etc., mais aussi sa typologie, son positionnement dans le marché. Et du coup, quel type de personne elle a, et parce que forcément, ça va avoir un impact sur avec quel sport on va t'associer. Aujourd'hui, si par exemple vous avez votre business touche des CSP-, CSP-, ou la grande majorité une classe très populaire, bah peut-être que le football, ça va être un sport pour vous. Mais peut-être pas le tennis par contre. C'est peut-être pas la même typologie de personne qui va venir dans votre business. Si vous êtes un service de restauration rapide, restauration rapide, bah, excuse-moi, tu vas pas aller directement à la Roland-Garros. Ça se passe pas comme ça. C'est pas, les gens ne t'attendent pas là, pas là. C'est pas là où tu vas maximiser tes chances de pouvoir être vu, être reconnu, être apprécié. Donc il faut choisir. Comme à l'instar à l'inverse, quand on voit des Rolex sur des compétitions de tennis, bah ça fait du sens. Ça fait du sens. Il y a le côté un peu self-made man, un côté entrepreneuriat, un peu un côté dirigeant. Ça fait du sens. Et donc forcément, quand on parle de tout ça, le prix des opérations est indexé à l'impact aussi des campagnes sportives. Plus vous allez chercher à avoir quelque chose avec un grand impact, plus le prix va être cher. Il faut s'y attendre. On va aller un peu plus loin et on va parler maintenant de KPI un peu, pour vous donner un ordre d'idée sur les questions que vous pouvez avoir devant vous, ou vous pouvez poser si vous êtes par exemple un annonceur et qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous démarcher, c'est déjà le reach et la fréquence. Combien de personnes vont être exposées à l'association qu'on va faire et surtout quelles vont être les répétitions pendant l'année sportive. Les engagements et le temps passé. Quand on dit engagement et temps passé, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est le nombre de likes, les partages, les commentaires. Ça, c'est des éléments qui permettent d'interagir régulièrement avec l'audience. Quand on parle de brand recall ou de uplift, c'est euh, construire autour de ça, et ça se fait parfois à des agences comme Nielsen et Kantar par exemple, pour faire des études post-campagne, un peu de mémorisation. Combien de fois, combien de fois, quelles sont les retombées médias de, du partenariat qu'on a fait cette année? Combien de fois j'ai été vu à la télé? Combien de fois j'ai été cité? Combien de fois j'ai été dans les journaux? Directement ou indirectement. Ça, c'est aussi ça à prendre en considération. Le lead génère aussi les emails, comptes, inscriptions. Ça, c'est en fonction des objectifs de la marque et du coup des opérations qu'elle mettra en place du coup, pour embaser des fans. Et du coup, l'impact aussi commercial, bah, quelles sont les ventes générées pendant la période d'activation, la période de partenariat. Il y a une boîte de recrutement, j'avais du coup rencontré dirigeant il y a quelques années qui disait que bah, nous, pour signer des deals et des clients dans le truc de recrutement, bah, en fait, nous, on s'associait à une ligue, on avait un panel de places, et en fait, les commerciaux qui voulaient inviter des personnes, je leur demandais, bah, c'est qui le prospect? Et ensuite, derrière, le gars, il disait, bon, bah, le deal, ça a donné quoi? Est-ce que tu l'as signé, tu l'as pas signé? Et ça servait à ça. Donc, nourrir la force commerciale pour, derrière, convertir le prospect en client. Maintenant, on va rentrer dans une partie qui est plus détaillée. En l'occurrence, sur les marques et les entreprises non endémiques, B2C. Après, on parlera des marques non endémiques B2B, parce qu'elles ont toutes des, euh, euh, des objectifs différents. Séduire, engager et convertir. Qu'est-ce que ça veut dire?
On cible ici les grands publics, les consommateurs finaux, avec un objectif d'activer les émotions, la préférence de marque et générer du volume et du trafic. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ces marques-là, non endémiques et B2C, vont chercher à toucher la plus grande part possible du public. D'où la volonté de s'associer à un sport qui est cohérent par rapport à elle, parce que c'est un sport qui va directement parler. Les Géladal, les points B, par exemple, pour ne citer que, font partie de ces aspects-là, qui ont créé peut-être des tournois de foot ou autres en Ile-de-France ou autre machin, avec des créateurs de contenu qui vont derrière pouvoir faire une audience assez sympa sur les réseaux sociaux. L'affinité émotionnelle par association à des valeurs sportives, bah, si votre business il est cohérent, si le business il est cohérent par rapport au territoire que vous allez préempter, bah derrière, l'affinité émotionnelle est beaucoup plus simple. Parce que c'est cohérent et ça fait partie de vos valeurs. Le dépassement de soi, l'engagement, etc. L'engagement social, digital, en animant la fanbase, ça c'est quand on va un peu plus loin dans le partenariat. Et en fonction de l'action menée ou de l'action que vous allez soutenir, bah, il faut savoir que cette action peut avoir aussi un impact. Exemple, tous les acteurs de la mobilité, voiture, vélo ou autre, bah forcément, quand vous allez vous associer à une entité sportive, il va y avoir cette volonté de valoriser vos engagements sociétaux pour les faire connaître de la fanbase et du coup de créer l'image positive que vous cherchez. Et enfin, il y a le drive to store, e-commerce ou autre, où là on cherche typiquement à faire de la conversion. Quand, euh, quand Salomon sponsorise un événement, quand Nike sponsorise un événement, quand Adidas le fait aussi, ça on parle plutôt de marques endémiques. Mais quand on parle de marques non endémiques, c'est par exemple avoir un boulanger qui sponsorise un événement, qui sponsorise un client. Quand on parle de, je peux citer quelle autre marque, par exemple, très connue en B2C non endémique dans l'écosystème sportif, bah, les Samsung, pareil, les Renault, pareil. Donc en fait, on est toujours là-dedans. Toujours cet esprit de se dire, ok, est-ce que ça va avoir un impact sur mon volume de chiffre d'affaires à la fin? Passons maintenant sur les mécaniques qui sont du coup construites autour de ça. Alors, des jeux concours, des activations social médias, les expériences, on va dire, dans les fan zones, code promo, capsules, co-branding avec du merchandising, tout ça est associé au KPI qu'on a mentionné précédemment. Et c'est ça qu'à chaque fois va chercher à faire un acteur. Il va faire potentiellement un appel d'offres ou autre pour savoir qui va l'accompagner, mais à chaque fois, il va chercher à savoir comment, moi, dans un challenge, dans une période donnée, je peux valoriser le partenariat qui va être mis en place. Exemple, il y a quelques années, Kellogg's, qui s'était associé au NBA Paris Game. Donc, ils cherchaient un modèle d'activation pour mettre en avant un peu ce qu'ils savent faire, et derrière, une activation sociale qui met en avant ce qu'ils savent faire, et à côté de ça, pouvoir continuer de faire vivre le partenariat pendant la durée avant l'événement, pendant et un peu après l'événement. Maintenant, on va parler des marques et des entreprises non endémiques en B2B, qui ont pour objectif, elles, de toucher des cibles en décideurs, les institutions, les partenaires, les acheteurs professionnels. Donc là, on est dans du business pur. Le sport, c'est sympa, mais à un moment donné, il faut convertir en volume de chiffre d'affaires. Donc développer la réputation de la marque, crédibiliser la marque dans son écosystème et créer des opportunités commerciales. Là ici, la crédibilité institutionnelle via des sports prestigieux ou fédérateurs. On cherche ici à créer un vrai lien avec son prospect ou son client. C'est à ça, pour ça qu'elles sont là. Ou à avoir se dire, nous, on est numéro un, on n'est pas ce numéro un, on va marquer le coup en disant, bam, on va brander le truc. Et derrière, en fonction du business, forcément, il peut y avoir des aspects de mise en relation, échange de services avec l'entité sportive avec laquelle elle est liée. Valoriser l'image de marque. Parce que ces enseignes-là n'ont pas toujours des objectifs de communication externe. Parfois, c'est la communication aussi interne. Comment, si j'ai demain 1000, 500, 1000 salariés, 100 salariés, 50 salariés à l'intérieur de mon entreprise, quels outils je peux, euh, quels outils je peux utiliser pour faire en sorte de faire connaître encore un peu plus mon entreprise à l'intérieur
de chez moi, ou pardon, je me suis égaré, quels outils je peux utiliser pour rendre encore un peu plus fiers mes salariés, comment les rendre un peu plus engagés envers l'entreprise, comment leur montrer que l'entreprise a un impact social qui est positif. C'est surtout sur les nouvelles générations de travailleurs, c'est quand même très important d'avoir cette image-là. Donc forcément, s'associer à une entité sportive ou valoriser ses actions via le sport, ça va être un élément qui est intéressant. On a parlé tout à l'heure des hospitalités, de relations clients pour créer des moments marquants auprès dans le business et par rapport à vos prospects, vos clients. Et derrière, bah, c'est le développement de réseau et développement de business via l'écosystème aussi du club ou des ligues. Parce que, en fonction de la typologie de votre boîte, vous allez aller dans un endroit, dans un territoire, et en fait, vous allez vous associer à une ligue, sauf que cette ligue-là, elle est présente dans 36 villes en France. Bah, en fait, potentiellement, vos commerciaux, vos adhérents, vos trucs, vos clients, bah, ils vont être présents un peu partout en France. Et derrière, bah, tu vas t'attacher à des clubs business un peu partout en France, et donc forcément, boum, l'impact est d'autant plus fort. Maintenant, si on va plus loin, du coup, en termes de mécanique, on va préciser cette fois-ci les mécaniques et après les KPI qui peuvent y être liés. Le naming d'un stade, d'une salle, d'une tribune peut être un premier élément pour mettre en avant le partenariat, les invitations avec les hospitalités, les petits déjeuners aussi thématiques et les forums business, donc avec entre guillemets les business clubs. Ça fonctionne très bien aussi, notamment en local. Les événements un peu co-brandés, les conférences, remises de prix, séminaires, le sponsoring avec la partie RSE, handicap, inclusion, emploi, ou tout ce qui est livre blanc, podcast. Donc là, c'est des différentes mécaniques qui marchent très bien, notamment avec des acteurs non endémiques B2B. Et derrière, bah, le nombre de rendez-vous générés, les opportunités aussi commerciales, le nombre de clients et de prospects touchés, potentiellement, en fonction des mécaniques. La satisfaction aussi, dans la relationnelle, après l'opération et après, par exemple, la visualisation du match ou autre et le moment passé. Le repositionnement aussi, en fonction d'un changement de brand, changement de logo, changement d'état d'esprit, changement de couleur sur certaines boîtes, bah, ça permet aussi de mettre en avant et de faire un partage sur les valeurs qui sont mises en place. Et donc forcément, un événement sportif peut aussi marquer le coup. Et aussi, bah, ce qu'on vous a mentionné tout à l'heure, notamment les retombées presse ou corporate qui y sont liées. Allons plus loin maintenant sur les objectifs stratégiques des marques endémiques. Qu'est-ce qu'on va mettre en place ici? Donc, les marques endémiques opèrent dans le secteur sportif en lui-même, comme mentionné tout à l'heure, que ce soit équipement, boissons, chaussures, technologie ou autres. C'est des acteurs qui sont directement en lien. Ce qu'elles cherchent à faire dans un premier temps, c'est asseoir leur légitimité, montrer que ce sont eux les experts, et notamment de la haute performance. Gagner des parts de marché, forcément, mais ça, comme on le verra sur ce cours et un peu plus loin, là, il y a plutôt un aspect aussi de se dire que on va concourir à des segments, mais parfois de façon très nichée et très précise, parce que bah, tout le monde n'a pas les mêmes budgets pour faire des couvertures et augmenter sa visibilité. Créer une différenciation claire face à la concurrence. Eux sont peut-être dans la performance, moi je suis plus dans l'accessibilité. Certains sont peut-être dans le lifestyle, d'autres dans la technicité. Donc en fait, on exploite différents assets en fonction de ses objectifs de façon précise. Et ça va avoir une différence sur est-ce qu'on va toucher un club, est-ce qu'on va toucher directement un athlète, est-ce qu'on va plutôt essayer de toucher un média qui va cibler une certaine communauté. Ça à vous de pouvoir l'identifier. Et du coup aussi tester des produits ou des nouveaux marchés. Comment avoir aussi, et le sponsoring ça sert à ça, valider des gammes de produits et avoir des feedbacks rapides des utilisateurs. Donner des pairs, comme l'a fait Puma pendant quelques années, à des créateurs de contenu. Vous en faites ce que vous voulez. C'est gratuit, vous en faites ce que vous voulez. Boum, après derrière, une création de contenu, tac, on en parle une fois, deux fois, trois fois. Et ensuite, ça commence à toucher l'état d'esprit des gens. Et c'est malin parce que derrière, vu que, étant donné que dans ton budget, il n'est pas extensible comme celui de Nike ou de Adidas, tu crées avec de la micro-influence, de la confiance en local, par ceux qui font, notamment avec Puma il y a quelques années, vivre le basket. C'est les gars qui vont dans les playgrounds, etc. etc. Ça donne un aspect plutôt grassroots. C'est super intéressant. Et après, la valorisation de l'innovation, je l'ai mis en dernier parce que c'est important aussi dans la démarche parce qu'il faut sans cesse se renouveler, mais ce n'est pas l'élément premier.
sur les tissus, les semelles. Donc ça, c'est vraiment, quand on parle d'innovation, on est lié à la performance, au bien-être, de façon à toucher des acteurs précis avant que ce soit adopté massivement. On parlait des géants, Nike, Adidas, qui ont une approche, eux, de domination globale, avec l'omniprésence et le contrôle de leur image. Leur objectif premier, recruter les meilleurs assets, recruter les meilleures personnes. Nike, le Liverpool, le PSG, le sport culture, basketball, football. Qu'est-ce qu'on va essayer de toucher et qu'est-ce qu'il y a de meilleur possible finalement dans la démarche. J'ai parlé de Nike tout à l'heure, mais je peux bien parler aussi de Liverpool, parce que c'est quand même un aspect enfin, de Nike et de Adidas, pardon, c'est quand même un aspect à mettre en avant. Et forcément, du coup, il y a des contrats pluriannuels qui sont la conséquence de tout ça. Quand on dit les contrats pluriannuels, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des contrats qui sont signés sur 3, 4, 5, 6 ans avec des acteurs qui permet d'avoir une exclusivité sectorielle et que derrière, vous êtes le seul acteur à pouvoir communiquer sur un certain type de, 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 de partenariat, club, ligue, fédération ou choix par exemple. Accéder à des marchés qui sont émergents. Puma le fait très bien, notamment avec les maillots africains il y a quelques années, notamment avec le maillot du Nigeria, ça a marqué les esprits. Moins coûteux, fort potentiel, notamment à l'approche des grands événements et avec un storytelling du coup à l'échelle mondiale. Et créer aussi des idées et des modes de vie liés au lifestyle, à l'inspiration. Quand on voit Adidas s'associer à des collabs dans la pop culture avec Bad Bunny ou avec Beyoncé, bah derrière, ça fait un sorte de cross-marketing qui est super pertinent sur des produits signature, sur du merch, sur des événements ou des masterclass précises à mettre en avant. Il y a aussi les challengers à côté. Bon, j'en ai mentionné quelques-uns, notamment dans le running, où eux, leur idée, c'est de se concentrer sur un sport, sur une verticale, avoir un style de pratique et des valeurs précises. Donc, pour le coup, en termes d'objectifs, c'est de euh, définir comment dirais-je, euh, définir un marché cible, une niche cible, dans laquelle l'investissement va être le plus conséquent. Exemple, au cas avec le trail running. Et tu as sponsorisé du coup des athlètes qui sont référents dans leur discipline sportive. Et tu as précisé, c'est cette discipline-là sur laquelle on va s'investir. Capter aussi de nouveaux publics avec un discours qui est différent, c'est avoir un storytelling lié à ta situation géographique et de voir comment tu peux t'associer par exemple à plusieurs petits événements pour créer des histoires qui sont attachantes. Les running clubs, les running communities, le trail et autres, c'est des aspects qui permettent finalement de capter un nouveau public, permettent de capter des nouvelles personnes en s'attachant à ce qui se passe, c'est régulièrement ce qui se passe notamment dans les grandes villes, et travailler du coup la proximité et la technologie, triathlète, ski nordique, donc là pour le coup on met en avant le produit, et dans les capsules et dans les outils, c'est qu'est-ce qui se passe derrière la performance. Nous avons sorti ce nouveau produit-là, mais dans la mise en avant, au lieu de dire on a ce nouveau produit, c'est se dire non, plutôt racontons l'histoire de l'athlète qui va porter ce produit et qui potentiellement demain va devenir champion du monde. Et à côté de ça, bah, ça est une éducation du coup par le produit, via les clubs, les coachs, les ambassadeurs locaux. Les challengers aussi mettent en place différentes actions et en, notamment en préemptant des territoires, verrouiller un segment précis de façon à être dominant dans ce territoire-là. C'est de cette façon-là que, par exemple, il n'y a qu'un seul acteur running, chaussures de running dans chaque petit événement de course, 10 km, 20 km, etc. En fait, ils se font un peu la guerre là-dessus, en fonction du positionnement aussi de la course. Soit des assets limités, parce que le budget il est restreint. Il faut être très fort dans un seul domaine, un domaine précis, pour maîtriser pleinement l'écosystème. La visibilité versus la crédibilité, un club qui est très exposé peut nuire aussi au positionnement de la marque. Et en fait, peut-être que c'est de se dire, nous, ça sert à rien qu'on soit avec eux. On va y perdre trop d'énergie, trop de force. On va peut-être choisir peut-être un club ou peut-être pas du tout. Mais par contre, c'est de se dire que on va choisir précisément les activations qu'on va mettre en place de façon qualitative. Peut-être qu'on va être moins visible, mais par rapport à ce qu'on va mettre en place de façon nette et précise, plus crédible. La pression des distributeurs, parce que les enseignes veulent du volume,
du turnover, mais aussi des preuves par image. Donc par conséquent, quand on souhaite développer un territoire, on va peut-être s'associer à des acteurs du territoire pour se dire, nous, notre marque, je veux qu'elle compte ici. Donc en fait, en sell-in, on va essayer de maximiser les ventes, mais on va pousser aussi les distributeurs à développer le sell-out, qu'ils aient envie finalement de vendre notre produit au maximum aux clients. Le dernier aspect et le dernier défi, ça peut être le ROI qui est parfois difficile à quantifier, d'où l'aspect de se dire qu'en étant précis dans la démarche et dans le style de pratique et se concentrer sur nos objectifs, on arrive derrière à se dire, en termes de vente directe ou indirecte, je vais m'en sortir. Et les newsletters, les plateformes CRM ou autres sont des outils supplémentaires pour mesurer la portée et l'impact des événements. Les KPI associés, donc on parle de part de voix, de sell-out, quand je l'ai mentionné chez les distributeurs, de taux d'engagement, nombre d'essais de produits, niveau de pratique aussi des personnes qu'on a essayé d'avoir. Peut-être que par exemple dans le positionnement du coup d'une marque, sur ces boîtes notamment endémiques, là pour le coup, on va se dire, ah bah non, nous, je veux de passer d'une marque qui touche des débutants à une marque qui touche maintenant des experts dans mon domaine. Ça, c'est à prendre en considération. Donc voilà tout par rapport à cet aspect sur comment fonctionnent les marques, les annonceurs dans l'écosystème sportif, avec des grandes lignes. On a parlé des marques endémiques et des marques non endémiques. J'espère que vous avez passé un bon moment autour de cette vidéo et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner pour faire grandir encore le mouvement et continuer d'avancer sur ce cours de Objectif Sponsoring. Je vois qu'on est de plus en plus sur la chaîne, ça fait plaisir. Parlez-en autour de vous. On va continuer de faire grandir le mouvement pour en savoir le plus possible dans cet aspect-là. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut!